C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant, nouveau paradoxe de l'humanité. Une nouvelle ère arrive. On y voit naître des courants et des tendances dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. De Méliès aux expressionnistes allemands, l'Europe est le vivier du 7e art. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, les premiers producteurs de films au monde. Ligue de censure aidant, les scénarios deviennent de plus en plus conventionnels afin de préserver les valeurs morales américaines. C'est alors qu'un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma afin de détendre les foules et de rendre la vie plus facile. Le burlesque qui vit le jour grâce à Mack Sennett et qui ouvrit la voie à celui qui allait devenir l'un des plus grands comiques de l'histoire du cinéma, Charlie Chaplin. Le petit bonhomme à la silhouette universellement connue naquit en Grande-Bretagne le 16 avril 1889, sans plus de précision sur son lieu de naissance. Ses parents, artistes de music-hall en tournée, avaient oublié cette formalité. Mon enfance fut dure et difficile. J'étais petit pour mon âge et passais mon temps à échapper aux bandes de voyous qui dévastaient Londres. Ma mère, d'un équilibre psychologique fragile, assuma seule mon éducation, mon père ayant quitté la maison. J'ai donc passé mes premières années à naviguer entre le domicile familial et l'assistance publique lorsque ma mère partait à l'hôpital. À 9 ans, un de ses amis me propose de devenir acteur. Je savais que mes parents travaillaient dans le music-hall, mais je n'avais aucune idée de ce qu'était un acteur. Je débute au Théâtre Royal de Manchester. Les portes de la destinée ne sont pas au rendez-vous, mais je vois bien que j'amuse le public. S'il y a une chose que j'ai très vite apprise, c'est à travailler. Travailler, travailler, travailler. Durant plus de 10 ans, j'arpente l'Angleterre, les tournées miteuses et les salles vides. J'y apprends tout ce qu'un artiste de music-hall doit savoir. Jongler, marcher sur les mains, faire rire, jouer la comédie et mimer le drame. En fait, c'est grâce à ma mère que j'ai voulu voir à travers l'âme humaine. Elle était une des plus grandes artistes de pantomime que j'ai jamais vues. Elle s'asseyait pendant des heures à la fenêtre pour observer les gens et illustrer ce qu'elle voyait avec ses yeux et l'expression de son visage. Elle me prodiguait alors un flot de commentaires. C'est en l'écoutant et en la regardant que j'ai appris non seulement à exprimer mes émotions avec mon visage et mon corps, mais aussi à observer et étudier les gens. J'entre dans la troupe de Fred Carnot en février 1908. Le métier continue d'entrer, j'invente de nouveaux personnages sur scène. Le public réagit toujours aussi bien, et bientôt, les États-Unis sont à l'horizon. Nous partons en tournée dans ce nouvel Eldorado. Notre tournée de music-hall surprend et plaît aux Américains. C'est le succès. C'est alors que 2 destins vont se croiser. Le cabinet Kessel et Bauman lui donne rendez-vous à New York pour discuter d'une offre afin de jouer dans ce nouveau divertissement qu'est le cinéma avec l'un des plus gros producteurs de l'époque, Mack Sennett. Je suis né Michael Sinnott en 1880 dans une ferme de la région de Richmond au Québec. D'origine irlandaise, catholique pratiquant, je fais mes débuts dans le chant et ma belle voix de baryton me pousse à devenir chanteur lyrique aux grandes dames de mon père. J'ai 17 ans lorsque nous émigrons aux États-Unis et après divers petits boulots, j'obtiens un rendez-vous avec David Belasco,
l'homme qu'il fallait connaître pour devenir acteur. L'entretien tourne court, et Belasco me suggère de chercher un emploi dans le burlesque. Ce genre, qui date de la seconde moitié du 19e siècle, était un fourre-tout où se mêlaient des numéros de chant, des chœurs, des exhibitions et des loufoqueries, comme l'on disait alors. Je prends alors le nom de scène de Mack Sennett et fais mes véritables débuts sur les planches. Je dois reconnaître que ça ne marche pas vraiment. Je travaille juste assez pour subvenir à mes besoins. Et puis, un jour, j'ai une vision. Je pressens l'énorme pouvoir de cette nouvelle forme d'art et de l'argent qu'on peut y gagner. En 1909, toute l'industrie est concentrée à New York et l'on tourne une trentaine de films par semaine qui plaisent aux gens. C'est pratiquement l'unique source de divertissement accessible à tous. Je fais de la figuration pour l'un des grands studios de l'époque, la Biographe, dont le père fondateur, David W. Griffith, restera mon modèle. Aux côtés de Griffith, j'apprends le métier d'acteur, et au cours de promenades quotidiennes avec le maître, comme je l'appelle, j'apprends également l'importance de la technique et de la production d'un film. Au sein de l'équipe de Griffith, à la Biographe, se trouve également une actrice du nom de Mabel Normand. Elle était si belle et croustillante que j'en suis tombé amoureux. Tout semblait me sourire. Je travaille comme acteur dans l'un des plus grands studios du moment, j'ai une petite amie, je commence à écrire des scénarios. En 1910, je mets en scène mon premier film. C'est le début d'une chaîne ininterrompue. Au cours de ma vie, j'en tournerai et produirai plus de 4000. Quelle destinée! Tout a commencé comme ça. J'aime le poker, et j'avais une dette de jeu à un bookmaker qui finit par en avoir marre d'attendre. Il débarque un jour avec des gros bras afin de récupérer son fric. Avant de me démolir, je lui propose de l'associer sur la production d'un nouveau court-métrage, une comédie burlesque, qui doit rapporter beaucoup d'argent. La demande est forte. Et après avoir entendu l'histoire, le bookmaker décide de me laisser une chance. Bien lui en prie. Le film marcha et rapporta 10 fois sa mise. Je crois en cet art nouveau. Et je commence ma carrière de producteur. Quelle époque! On ne demandait jamais l'autorisation de la police pour tourner dans les rues de Los Angeles. Le jeu consistait à placer des guetteurs à chaque coin de rue, de façon à prévenir l'équipe. Dès qu'un képi pointait son nez, tout le monde se cachait ou se précipitait dans les automobiles. Les policiers couraient derrière et essayaient de les arrêter. Je faisais tourner les caméras de façon à récupérer les plans de policiers essoufflés qui se cachaient la figure devant nous. Je m'aperçus que le public riait plus fort dans ces moments-là. Dès que l'autorité est bafouée, les faibles prennent leur revanche. L'idée me vint de créer ma propre troupe de policiers acteurs et de lancer un genre nouveau, les Keystone Cops. Les policiers de Los Angeles prirent très bien la chose, même s'il était toujours aussi difficile d'obtenir les autorisations de tournage en extérieur. Comme j'aimais bien les femmes, je lançais la mode des maillots de bain sexy avec mes Bathing Beauties, d'où sortiront plusieurs de celles qui allaient devenir des stars. Carole Lombard et Gloria Swanson, par exemple. Un jour, après ma visite chez le boulanger, mon gâteau tombe par terre. Et en le ramassant, me vient l'idée du lancer de tarte à la crème qui devient très vite ma signature. Mes films sont projetés dans le monde entier et l'argent coule à flot. Mes studios s'étendent sur 14 hectares et je supervise la production d'une dizaine de tournages. Je contrôle les scénaristes, les vedettes et les animaux savants. En fait, j'ai été le premier indépendant à industrialiser la production cinématographique, déléguant le travail à des hommes de confiance. Je suis présent partout et j'interviens sur tous les domaines, du casting à la construction des décors, en passant par l'écriture ou la promotion des films.
J'ai toujours eu un don pour sentir le potentiel de jeu d'un acteur. C'est moi qui découvris Ben Turpin, dont le célèbre strabisme fut assuré pour $1 million. Harry Langdon, qui inventa sous la direction de Frank Capra son personnage un peu enfantin qui plaisait beaucoup aux filles. Il y eut aussi Bing Crosby et Ernest B. Schoedsack, le futur réalisateur de King Kong. Mais ma découverte la plus célèbre fut sans doute Charlie Chaplin. C'est seulement en 1973 que l'on apprend, grâce à Tay Kim Peters, que Harry Aitken découvrit pour la première fois Charlie Chaplin au théâtre Pontage à Los Angeles. Aussitôt, un télégramme est adressé à Alf Reeves, le manager de Chaplin. Y a-t-il un homme nommé Chaffin ou quelque chose comme ça dans votre troupe? Si oui, qu'il contacte Cassel et Bauman à New York. À l'époque, Chaplin gagnait 25 $ par semaine, on lui en offrit 125. Un contrat est signé le 25 septembre 1915. Chaplin se met immédiatement au travail. Les ennuis nous tombèrent dessus. Mes costumes de music-hall ne convenaient pas. J'étais drôle sur une scène de théâtre, mais pas à l'écran. De plus, je ne savais pas ce que je devais faire, et on ne savait pas quoi faire de moi. Ma chance fut de rencontrer Mabel Normand, la protégée de Senet. J'ignorais tout de la façon de tourner et de jouer au cinéma, et je ne savais pas comment me tenir face à une caméra. Je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de me déplacer à gauche puis à droite, juste afin de raccorder avec une séquence tournée la veille. J'étais déconcerté quand on me demandait de réagir face à un acteur qui se trouvait hors champ et qui apparaîtrait dans le tournage du lendemain. Avec beaucoup de patience, Mabel m'expliqua toutes ces techniques. Elle fut un excellent professeur et mes rôles commencèrent à s'étoffer. Je ne découvris pas mon personnage de vagabond du jour au lendemain. Ce dernier fut d'abord cruel, vénal, perfide et débauché, bien avant de devenir émouvant et sympathique. À l'époque, Mack Sennett et sa troupe travaillent presque exclusivement à partir d'improvisation. Les répétitions sont parfois inexistantes, les temps de tournage étant très courts. La troupe Keystone réalise en moyenne 2 à 3 films d'1 ou 2 bobines par semaine. Un film d'une bobine dure environ 7 à 8 minutes. J'appréciais très vite la caméra et son objectif, et on jouait dans les scènes que Sennett me laissait écrire et diriger. Une intimité commençait à se créer entre moi et l'outil qu'allait devenir la caméra. S'enchaîneront alors une série de films d'une bobine où le personnage de Charlot finit par sortir de la pierre. La veste étriquée, le pantalon flottant, grosses chaussures, le petit melon posé de travers sur ses cheveux ébouriffés, la badine de dandy et surtout, la moustache. Mon double adopte alors sa célèbre démarche en canard et joue de sa canne. De 1914 à 1917, je suis très rarement filmé en gros plan. Je préfère les plans larges et moyens qui permettent de mieux rendre compte de ma gestuelle et de mes mouvements. Je me souviens des leçons de ma mère et je bouge. J'utilise mon corps autant que mon visage. Mon enfance dans les bas-fonds de Londres m'ayant fourni des armes, je pouvais me défendre. Les premiers courts-métrages dans lesquels joue Chaplin
plaisent au public et Mack Sennett, conscient de sa valeur artistique et commerciale, intervient alors plus directement dans ses films. Sous la direction de Sennett, je me sentais à l'aise, car tout naissait spontanément sur le plateau. Comme personne n'était catégorique ni sûr de lui, pas même le metteur en scène, j'en concluais que j'en savais autant que mon voisin. Cela me donnait confiance. Je commençais à lancer des suggestions que Sennett acceptait volontiers. Ainsi se forma en moi l'idée que j'avais un don créateur et que je pourrais écrire mes propres scénarios. Quelques mois après être arrivé à la Keystone, je passais derrière la caméra. À partir de juin 1914 et le film Mabel's Married Life, je signe tous les courts-métrages dans lesquels je joue. Ce film annonce mes futures productions, 35 courts-métrages pour la Keystone. Mais le talent de Chaplin, son besoin de devenir indépendant et sa relation avec Mabel Normand, qui même si elle n'était pas mariée, restait la chasse gardée de Mack Sennett, toutes ces raisons firent que ni Sennett ni Chaplin ne furent déçus lorsque ce dernier décida de quitter la Keystone en décembre 1914. Le cinéma connaissait une passe difficile. Il était la cible d'un public conservateur, des associations civiques, des clubs féminins qui dénonçaient les scandales et les extravagances d'Hollywood. Un peu inquiet par les scandales qui éclataient ici et là, je décidai de placer mon argent dans la terre. Après tout, je descends d'une famille de paysans. Je devins l'un des plus grands propriétaires fonciers de la région de Los Angeles en achetant une colline qui s'élevait au-dessus de tout Hollywood. Sur ce terrain de 152 hectares, je fis construire des lettres de 15 mètres de haut qui porteraient le nom du projet résidentiel Hollywoodland. Mais en 1929, l'économie tout entière des États-Unis s'effondra brusquement. Je perdis plus de 8 millions de dollars. De mon rêve de faire construire une immense villa au sommet d'une colline dominant tout Hollywood, il ne resta bientôt plus que les lettres de 50 pieds qui continuèrent pendant un moment d'annoncer le projet d'Hollywoodland qui disparut à son tour dans l'oubli, ainsi que les 4 dernières lettres. J'avais commencé à faire des films en 1911, à la mort de mon père. À la mort de ma mère, je ne parviendrai plus jamais à en faire un seul. Quand je mourus le 5 novembre 1960, il ne me restait plus rien. On m'enterra dans une fosse anonyme, jusqu'à ce que certains de mes acteurs d'autrefois se cotisent pour m'offrir une pierre tombale. Drôle de destin. Après la Keystone, j'entre à la SNA, puis rejoins la Mutual Film Corporation. Mon double a pris possession de moi, et Charlie Chaplin laisse partout la place à Charlot. Que de chemin parcouru. J'ai grimpé tout seul au sommet, et malgré les embûches, je suis devenu une légende. Mon nom brille au firmament d'Hollywood, aux côtés du roi et de la reine de l'époque, mes amis, Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Engagé, je paierai très cher mes convictions politiques, plutôt à gauche, mais pour le moment, les États-Unis m'adorent. Je fais une tournée afin de lever des fonds pour la guerre. Ma campagne pour les Liberty Bonds est un énorme succès. Et puis, un jour de 1919, Fairbanks, Griffiths, Pickford et moi décidons de créer le premier studio indépendant de l'histoire du cinéma. Nous serons à la fois acteurs, réalisateurs, producteurs et distributeurs de nos films. J'atteins le panthéon des stars et j'en deviens presque un dieu. Mon personnage de Charlot, le vagabond, est connu dans le monde entier. Je suis riche, très riche. Mais ma vie sentimentale est un vrai désastre. Et du comique que l'on connaissait à ses débuts, je passe au mélodrame et au film dramatique. The Kid, Limelight, Monsieur Verdoux ou The Great Dictator ne sont plus drôles. La dimension burlesque laisse place à l'émotion. L'impact de ma vie amoureuse sur le contenu de mes films est impressionnant.
Un premier mariage forcé avec une jeune actrice de 16 ans, Mildred Harris, dont j'aurai un enfant mort-né, sera suivi d'un divorce qui me coûtera une fortune. Puis, c'est ma rencontre avec Lilita McMurray, dont l'histoire et le nom inspireront Nabokov. Après un second mariage, je deviens papa de 2 garçons. Puis de nouveau un divorce qui me coûte plus d'1 million de dollars et ma somptueuse demeure. De petites histoires en histoire tout court, je n'ai qu'une maîtresse, le cinéma. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai toujours été plus attiré par les fillettes que par les femmes. L'engagement n'est pas le même. Ma liaison avec Edna Purviance, mon premier véritable et malheureux amour, a toujours été tragique. Et je trouverai finalement le repos dans les bras de la fille d'Eugène O'Neill, Una O'Neill, dont j'aurai 8 enfants. Sennett lui ouvrit les portes du 7e art avant d'en être éjecté. Chaplin sera rejeté par Hollywood pour sa sympathie envers le communisme et ses prises de position en faveur des syndicats, ainsi que pour son portrait vitriolé de la femme américaine dans Monsieur Verdoux. Il trouvera refuge en Angleterre. Il est comme Orson Welles et Erich von Stroheim, insoumis et trop créateur pour une Amérique qui a toujours peiné à reconnaître les siens. De ce petit homme qui fit rire la planète entière et qui connut un destin extraordinaire, quelqu'un a dit « Chaplin demande trop à la vie. Si seulement il pouvait être comme Charlot, il serait plus heureux. » Un peu d'attendrissement dans ce détachement glacé, un petit quelque chose qui l'aiderait à voir le monde comme il est, plutôt qu'au travers de son propre tempérament. Il a une perception intellectuelle du monde, mais les rayons de la tolérance ne le réchauffent pas, et par conséquent, elle est stérile. Mais qu'il soit généreux, froid, capricieux, il appelle toute mon affection en tant qu'homme et toute mon admiration en tant qu'artiste.